Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Frédéric Dabi. C'est le triste anniversaire de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse il y a 20 ans aujourd'hui. C'était le 21 septembre 2001. On écoute cette archive de Sud Radio d'il y a 20 ans. Sud Radio, Sud Radio. Édition spéciale. Oui, édition spéciale en raison bien évidemment de cette très violente explosion ce matin à Toulouse, dans la banlieue sud de la ville rose. Nous avons entendu vers 10h, 10h15, une déflagration, tout a bougé dans la maison. Toute la ville est secouée par une violente explosion. Il est 10h15. À ce moment-là, personne ne sait encore ce qui s'est passé. J'avais toutes mes fenêtres fermées. J'ai vu un éclair. J'ai cru à un attentat, quelque chose. Les gens à pied qui marchent sans trop savoir où ils vont, l'affolement vraiment. Il ne reste plus rien des hangars, j'en viens. Il ne reste plus rien des hangars de la Seine-Val. Les vraies voix Sud Radio. Pour les non-toulousains, la SEMVAD, c'est les transports en commun de Toulouse. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Tisséo. C'était il y a 20 ans aujourd'hui. Une explosion au sein de l'usine AZF de Toulouse faisait 31 morts et 2500 blessés. La catastrophe industrielle la plus importante ayant eu lieu en France. D'autres ont eu lieu depuis, comme Lubrizol à Rouen, sans faire heureusement de victimes. Mais la catastrophe d'AZF a marqué la France entière, notamment en termes d'installation d'usines dangereuses type Céveso, qui du fait de l'urbanisation se sont retrouvées au sein des villes. 20 ans après la catastrophe d'AZF, la catastrophe d'AZF a-t-elle changé notre regard sur l'industrie? Vous êtes 22,2% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Patrick Chasquiel, professeur émérite de sociologie à l'université Paul Sabatier de Toulouse, spécialiste des risques technologiques, notamment AZF, et chercheur au CERTOP. Bonsoir. Bonsoir. En 1996, 5 ans avant AZF, la vache folle avait changé notre regard sur l'agriculture intensive. Est-ce que AZF a changé notre regard sur l'industrie en général et les industries dangereuses en particulier? Alors si vous me posez la question, je vais répondre de façon un peu nuancée. L'industrie avait changé bien avant la catastrophe de l'usine AZF. Quand vous regardez les usines, par exemple sidérurgiques ou chimiques, jusque dans les années 1950-60, les conditions de travail étaient, on dirait aujourd'hui, épouvantables. Certaines usines, d'ailleurs, étaient surnommées, je pense à une usine en particulier, pas très loin de Nancy, l'usine de Pompée, qui a fourni le fer pudelé de la Tour Eiffel, était surnommée la chiotte de Pompée, pour reprendre le langage qui était utilisé à son égard. Et les accidents mortels du travail étaient fréquents. Dans les années 70, dans chaque usine, vous pouviez compter, y compris d'ailleurs à l'usine AZF, vous pouviez compter 1 à 2 accidents mortels du travail, plus qui créaient des victimes, des blessés. Donc on n'en est plus là aujourd'hui. D'une certaine façon, on va dire heureusement, bien que beaucoup reste à faire. Mais plus généralement, il y a eu une transformation parce que en 1971, on a un indicateur qui est la création du ministère de l'Environnement. Et le ministère de l'Environnement, il a notamment pour fonction de traiter des problèmes de pollution qui émanent des usines. Donc en 1971, comme aux États-Unis, d'ailleurs, l'Agence de protection environnementale se crée. Et quand vous regardez le rang protocolaire des ministres de l'Environnement, vous apercevez que le poids politique du ministère de l'Environnement s'est accru. Il y a eu des étapes, bien sûr, 1992 en est une, et puis il y a aussi, il faut s'en souvenir, la nomination d'un ministre de l'Environnement, numéro 2 du gouvernement en 2007 par le président Sarkozy. Donc la question environnementale est manifestement une question politique et donc aussi électorale. Patrick Chasquiel, on va échanger avec les vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que ça a changé votre vision des choses? Non, parce que malheureusement, j'ai été évidemment très attentif à la tragédie immense, mais je voudrais demander à notre invité si, pour une fois, le judiciaire n'a pas eu un rôle positif dans la prise de conscience de la gravité des accidents du travail. Je pense notamment aux actions du juge Patrice de Charette qui avait suscité un grand témoin à l'époque. Est-ce que, pour une fois, le judiciaire n'a pas été à la pointe du combat contre la gravité de ces accidents et l'indifférence relative qu'on manifestait à leur égard? Patrick Chasquiel. C'est sûr.
Assurément. Alors, est-ce que le judiciaire était à la pointe du combat? Je ne dirais pas tout à fait ça. Je me pousse du col, sûrement. C'était un combattant, incontestablement. Des directeurs d'usines ont été incarcérés. Enfin, bon, il y a eu d'ailleurs des révoltes. Je me souviens très bien de cette période dans les années 1970. Mais on ne peut pas nier non plus la pression qu'ont exercé les associations environnementalistes, qui ont fait énormément de l'extérieur des usines pour transformer justement ces usines du relais que constituait l'État. Donc il y a eu une série de choses qui se sont faites. N'oublions pas non plus le scandale de l'amiante quand même, qui a pesé énormément sur la transformation, en tout cas la prise en compte des maladies professionnelles. Et donc on a une série de facteurs qui pèsent, dont le judiciaire qui a effectivement pesé, mais c'est un facteur parmi d'autres, je dirais. Frédéric Dabi. Alors, je ferai un petit pas de côté. Si on regarde la question que vous demandez, 20 ans après la catastrophe d'AZF, a-t-elle changé notre regard sur l'industrie? Dans la mémoire collective, et on a notre baromètre mensuel IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, on travaille sur les conversations des Français. Les 20 ans du 11 septembre ont marqué beaucoup plus, alors qu'ils étaient si loin. New York, c'est 6000 km, je crois, ou 6000 km, et que les 20 ans d'AZF. Et c'est vrai que moi, je me souviens, à ce moment-là, beaucoup de Français ont vu AZF au début comme un attentat terroriste et une réplique du 11 septembre. C'était vraiment un des discours dominants dans les médias. Maintenant, le regard sur l'industrie depuis 20 ans a énormément changé. Alors, quand je dis industrie, je parle d'industrie de manière générale, pas comme le fait monsieur, mais il a le droit de le faire, en faisant cette distinction entre industrie et industrie dangereuse, usine dangereuse. Mais le regard sur l'industrie a changé, car quand on interroge les Français sur le déclin, et on sait que c'est une des représentations qui structure notre système de valeurs, ils citent très fortement le déclin industriel. Donc d'une part, il y a le déclin industriel, et de l'autre, il y a l'image d'une industrie de plus en plus propre et une exigence que l'industrie soit dans la cité si elle est verte et pas en dehors des villes. Pas dangereuse. Patrick Chasquiel, c'est intéressant ce que dit Frédéric Dabi sur le sondage de l'IFOP. Bien sûr. Écoutez, moi j'utilise souvent une image. Dans les années 1970, les fumées d'usine, ce sont des signes d'activité. Ce sont d'une certaine façon des signes de richesse. Ouais, c'est vrai. Et quand vous regardez aujourd'hui les fumées d'usine, en tout cas telles qu'on se les représente, ce sont des signes de pollution. Donc là, il y a eu un écart considérable en une cinquantaine d'années. Il y a une différence qui effectivement correspond à ce que dit monsieur. Alors, il y a une ambiguïté dans la façon dont on discute, c'est est-ce que le regard a changé ou est-ce que l'industrie a changé? C'est pas tout à fait pareil. Parce que il se peut que le regard change, d'ailleurs négativement ou positivement, mais il se peut que l'industrie change d'une autre manière. C'est ce que j'ai voulu dire au départ. On n'en est plus au bagne que représentait, et heureusement j'allais dire, clairement, on n'en est plus au bagne que représentait l'industrie. Les restent significatives, mais elles sont moindres, bien sûr. Donc oui, le regard a pu changer dans certaines catégories de la population, mais l'industrie a incontestablement changé. Ça réagit. Reste pas moins source de danger. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On imagine que c'est surtout des Toulousains ou des gens qui ont vécu à Toulouse qui réagissent ou qui avaient de la famille ou des amis à Toulouse. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à vous. Vous êtes Toulousain et vous avez vécu le drame d'il y a 20 ans aujourd'hui. Ouais, j'ai travaillé sur Toulouse, mais sur le nord de Toulouse, en fait, sur une usine. Alors j'explique, parce que AZF était au sud de Toulouse, au bout de la route d'Espagne, parce que la route d'Espagne prenait la direction de l'Espagne. Vous étiez au nord, vous pouvez nous dire dans quel coin, plutôt Fenouillet, Aucanville, etc. Non, c'est la zone industrielle, près du marché routier. D'accord, ok, donc à fond d'ailleurs. Voilà, et on a eu la grosse surprise, en fait, c'est surtout d'être dans un blackout où on était incapable de joindre qui que ce soit. Donc on a dû se débrouiller en mettant la voiture en bas, en écoutant la radio, parce que la difficulté à l'époque, c'est de savoir s'il fallait confiner les gens à l'intérieur ou pas, puisqu'il y avait un risque de dégagement de faux gènes, de gaz toxiques de l'usine d'armement explosif qui était à côté. Et donc, on s'est débrouillé comme on a pu en mettant quelqu'un sur le toit pour regarder avec la vitesse du vent en disant, ben non, c'est pas, si on avait un problème, ça serait déjà passé.
on avait le vent dans la bonne direction. Donc on s'est vraiment débrouillé avec les moyens du bord puisqu'on était en blackout téléphonique, quoi. C'est vrai. Voilà, c'est un épisode un peu particulier, mais nous on n'était pas touchés, mais j'avais des personnes qui ont dû partir parce qu'ils avaient des personnes des proches de leur famille dans la zone, quoi. Alors, voilà. Frédéric Dabi, vous voulez réagir? Je vais reprendre. Non, je ne réagis pas, j'écoute ce Alors, justement, Richard, vous travailliez à l'époque et vous travaillez aujourd'hui dans l'industrie ou... Toujours dans l'industrie, et en fait... ça a changé les choses, AZF? AZF, c'est vrai qu'il y avait un mouvement qui était lancé, mais en 2000, on avait encore une partie d'industrie où il y avait un double langage. On disait oui, la sécurité, c'est la priorité, les hommes d'abord. Mais dans les faits, lorsqu'il s'agissait de traiter des risques des fois compliqués à traiter, les investissements n'y suivaient pas tout le temps. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense qu'il y a plus beaucoup je ne vois pas en France aujourd'hui d'industriels qui prendrait le risque d'avoir un problème, sachant qu'une loi est passée, on est tenu au-delà des réglementations à un résultat au niveau des industries, c'est-à-dire que depuis l'affaire de l'amiante, les politiques se sont désengagés en mettant une obligation de résultat au-delà des réglementations. Donc il faut bien que des industriels aujourd'hui ils se prennent en charge, ils sont exposés. Et je pense qu'il y a eu un vrai changement, un changement de fond. Pour AZF, ce qui est un peu troublant, c'est que le flou qui a existé, qui est resté pendant des semaines, on va dire même des mois, pour analyser la cause, l'enchaînement des événements, a éloigné un peu AZF n'est pas vraiment perçu comme un accident industriel pendant une longue période, et ça a un peu atténué cet effet, quoi. Parce qu'on était 10 jours après le 11 septembre. Restez avec nous, Richard. On va interpeller Patrick Chasquiel. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Richard? C'est très intéressant ce qu'il dit. Ça a changé quelque part les choses. Il dit en 2000, on était encore à l'ancien logiciel. AZF, c'est 2001. Mais toutes les normes de sécurité, Frédéric Dabi parlait de la désindustrialisation de la France. Toutes les normes de sécurité qui ont été mises, qui ont été ajoutées, etc. Est-ce que c'est pas aussi en partie une des causes de notre désindustrialisation? Je ne dirais pas les choses comme ça. Dans tous les pays du monde, en tout cas dans tous les pays industrialisés et démocratiques, bien sûr, il y a eu un mouvement qui est comparable à celui de la France. La France ne fait pas exception. C'est le cas aux États-Unis et même en Chine, pour connaître un peu, pour avoir eu des doctorants chinois, la question environnementale, on va dire ça en général, prend de plus en plus de place. Ça, c'est bien connu et les protestations ne sont pas rares. Alors, si la question consiste à se demander est-ce que c'est suffisant, est-ce que les mesures de sécurité, est-ce que les normes sont suffisantes, la réponse sera toujours non. Alors, je voudrais simplement aussi dire... par rapport à ce qu'on a dit au début, il ne faut pas oublier le rôle de l'Europe. L'Union européenne, et ses différentes versions antérieures, ont joué un rôle considérable dans la normalisation de la prévention des risques. Il y a eu des réglementations, il y a les directives Seveso, 1982, 1996, 2012. L'Europe, il ne faut pas l'oublier, a joué un rôle très important. Et donc, pour ce qui concerne la désindustrialisation, l'Union européenne a joué un rôle d'harmonisation qui a certainement freiné. Est-ce que la désindustrialisation est liée au risque et à la sécurité? Moi, je dirais plutôt que c'est surtout lié à la différence salariale et sociale. Lydia Guirousse. Oui, je pense que la désindustrialisation est liée surtout à un dumping social qu'on a dans d'autres pays, que ce soit à l'Europe de l'Est ou dans d'autres zones géographiques, et on pourra jamais concurrencer les pays du Maghreb, d'Afrique ou la Turquie ou l'Asie ou même certains pays de l'Est de l'Europe. Ça, on n'arrivera jamais à les concurrencer sur la question de l'emploi et peut-être sans doute même tant mieux parce que les niveaux de salaire qui sont pratiqués là-bas et la protection sociale, c'est tellement faible et tellement bas que personne ne pourrait vivre décemment en France avec ce niveau de salaire. Et je pense que c'est là qu'il faut aller chercher la raison de la désindustrialisation de la France. Mais peut-être que trop de normes, parfois des normes qui peuvent être étouffantes, ont empêché certains d'entreprendre, certains de se développer. Et peut-être qu'après AZF, il y a eu une interprétation du principe de précaution
situation qui a poussé notamment les décideurs politiques à faire toujours plus pour protéger les sites, mais aussi protéger les personnes. Patrick Chasquiel, en un peu plus d'une minute, vous avez entendu ce qu'a dit Lydia Guirouz, est-ce que ça a incité des gens à ne pas investir en France, et est-ce qu'un nouvel AZF, qui s'appellerait autrement évidemment, est possible 20 ans plus tard ? Bien sûr qu'un nouvel AZF est possible. À partir du moment où la probabilité de survenue d'un accident est non nulle, l'accident va se produire. Simplement, on ne sait pas quand, c'est juste une question de temps, et avec un peu de chance, ce sera dans très longtemps, et même peut-être après que l'installation sera terminée. Il y avait eu une attaque, je sais, vous vous souvenez, cet homme qui avait été égorgé dans l'Isère. C'était à Saint-Quentin-Falavier. C'était à Saint-Quentin-Falavier, c'était donc le premier égorgement qui était revendiqué par un homme qui, soi-disant, était de Daesh, et c'était sur un site Céveso. On va pas rappeler quand même que sa tête a été mise sur les pics du portail, mais il y avait des bonbonnes de gaz juste à proximité. On a échappé au pire, et c'était un site Céveso. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des failles encore dans la protection et la sécurisation de ces sites Céveso qui sont extrêmement dangereux? Très court, Patrick Chasquiel. Très clairement, il faut que l'industrie change dans ses façons de produire. Un des gros problèmes, vous l'avez dit à l'instant, ce sont les stockages. Eh bien, il faut que l'industrie imagine des solutions industrielles qui réduisent significativement les stockages, sans contourner le problème en envoyant des camions ou des trains de matières dangereuses sur les routes ou sur les rails. Très clairement, il y a beaucoup d'innovations à faire de ce côté-là. Merci beaucoup Patrick Chasquiel, professeur émérite de sociologie à l'université Paul Sabatier. Au revoir, spécialiste des risques technologiques, notamment AZF, et chercheur au CERTOP, le Centre d'études et de recherche, Travail, Organisation, Pouvoir à Toulouse. Verdict sur Twitter. 20 ans après, la catastrophe d'AZF a-t-elle changé notre regard sur l'industrie? Vous êtes seulement 22,5% à dire oui. Vous allez de temps en temps chez l'ophtalmologiste, les vraies voix? Il faudrait. Eh bien, écoutez, dans quelques instants, on va parler d'une nouvelle méthode pour consulter les ophtalmologistes à distance. Ce sera avec Alexandre Priam.